Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 16 février 2021. En Côte d'Ivoire, la presse invitée à s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation nationale. Appel lancé hier par le ministre Bertin Kouadio-Konan. C'était lors d'une rencontre d'échange avec les femmes et hommes des médias à son cabinet dans la commune du Plateau. 7 cas confirmés de Ebola en Guinée-Conakry, dont 3 mortels. La Côte d'Ivoire, qui partage sa frontière terrestre ouest avec ce pays, doit-elle craindre une propagation de la maladie? Dans ce journal, les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Enfin, 1200 soldats tchadiens bientôt envoyés dans la zone des 3 frontières, annonce faite hier par le Tchad en marge du sommet du G5 Sahel. La criminalité en baisse en Côte d'Ivoire, moins 4,60%. C'est ce qui ressort du séminaire bilan 2020 et perspective 2021 de la police nationale. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Tout de suite, les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire. C'est responsable de la police nationale. Bilan et perspective. L'exercice est annuel. Un bilan 2020 qui révèle une baisse de 4,60% du taux de criminalité dans le pays. Le rapprochement d'avec les communautés semble payer ses fruits. En termes d'indicateurs rouges, une hausse des accidents de la voie publique est à signaler. Dans les préfectures de police de Korogo, d'Aboasso et de San Pedro, la criminalité gagne du terrain. Les responsables de la police nationale entendent agir pour mettre hors d'état de nuit tous les criminels tapis dans l'ombre. Abidjan rafle la palme d'or de la localité qui compte le plus de braquages de véhicules. Pour 2021, les défis sont énormes. Le terrorisme gagne du terrain. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à la menace. Les troupes sont gonflées à bloc et prêtes à sécuriser le territoire et ses habitants. La lutte contre le terrorisme qui est en place, où nous avons 3 niveaux. Le niveau gris, le niveau jaune et le niveau rouge, piloté par toutes les forces vives de la nation, les forces de défense et de sécurité, le ministre de l'Intérieur et le président de la République même qui déclare la zone rouge au cas où nous sommes confrontés à une attaque de terrorisme. Il y a des primo-intervenants, il y a des unités spécialisées dans les forces de défense et de sécurité. Au niveau de la police, nous avons la force de recherche et d'assaut de la police nationale. Au niveau de la gendarmerie, nous avons l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et nous avons les forces spéciales au niveau de l'armée. Donc tout ce monde-là travaille en parfaite collaboration pour venir à bout, n'est-ce pas, de ce fléau. Le premier niveau, le niveau gris, où nous faisons notre travail quotidien. Le niveau jaune, où nous commençons à avoir des informations, nous nous déployons. Et le niveau rouge, déclenché par le président de la République, lorsque l'attaque, c'est-à-dire les renseignements, n'ont pas pu faire l'économie d'une attaque et l'attaque a lieu. Nous avons des multitudes de forces, mais comment les forces-là avancent, tout ça a été planifié. La police nationale, en 2021, entend créer une certaine synergie entre ces différents services pour plus d'efficacité. Premier grand défi, après les travaux de Yamoussoukro, la sécurisation des élections législatives prévues pour le 6 mars 2021. Toujours en Côte d'Ivoire, les journalistes invités à être le moteur de la réussite du processus de réconciliation nationale. Appel lancé hier par le ministre Bertin Kouadio-Konan. Le ministre de la Réconciliation nationale a échangé avec les femmes et hommes des médias à son cabinet dans la commune du Plateau. Le point, Moussa Konaté. Face à la presse, Konan Kouadio Bertin explique sa vision de la réconciliation. Le ministre de la Réconciliation nationale exprime sa volonté de relever le défi. Une tâche qu'il souhaite exécuter avec l'appui des journalistes. Nous avons pour mission de sensibiliser et éduquer les populations. Donc nous ne devons pas faillir à cette mission régalienne qui nous est dévolue. Donc nous avons intérêt, nos journalistes, à mettre tout en œuvre pour que la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire. Nous, on va jouer notre partition. Il va falloir aussi que l'ensemble des acteurs politiques jouent la leur pour qu'en fait la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa quiétude dont tout le monde a besoin.
Un pays réconcilié, c'est un pays qui prospère et tout le monde en a besoin. La réconciliation n'est pas bonne pour la gauche ou pour la droite, elle est bonne pour tout le monde. Des acteurs des médias prêts à se joindre à l'action. Le ministre Kouna Kwadjo Bertin mesure bien l'importance de la presse dans la réussite de sa mission. J'ai aujourd'hui une priorité, c'est comment préserver la paix sociale, la quiétude, comment amener les Ivoiriens à cohabiter dans l'amour des uns pour les autres. Je ne peux pas réussir cette mission sans vous. Accompagnez-moi dans cette mission. J'ai la ferme conviction qu'on va y arriver. On va y arriver parce que je sens une volonté politique de part et d'autre qui accompagne le processus. Parce que je sens aussi que tout le monde commence à être fatigué. Tout le monde commence à être fatigué, ça ne peut plus prospérer. Donc, à la limite, je peux même vous dire que je viens au bon moment. Et donc, j'ai la certitude que les Ivoiriens vont se réconcilier. Depuis sa nomination, le ministre de la Réconciliation nationale, Kouna Kwadjo Bertin, multiplie les rencontres afin d'inviter les populations à la paix et à la cohésion. Dans l'actualité aussi, la 3e session extraordinaire de l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique. Les échanges se sont déroulés par visioconférence. Objectif, réformer cette instance qui regroupe 18 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Gbangbo. Covid-19 oblige. C'est par visioconférence que s'est tenue la 3e session extraordinaire de l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique, Infopêche. Une réunion cruciale pour la survie de cet instrument de développement de la pêche au niveau continental, en perte de vitesse depuis plusieurs années, miné par des difficultés financières. Sous la conduite du ministre Moussa Dosso, les représentants des 18 États membres qui ont pris part à cette visioconférence ont décidé de réviser les textes réglementaires pour les adapter à l'évolution actuelle de l'environnement de la pêche. Plusieurs propositions, comme l'adoption d'un nouveau cadre organisationnel, la révision du mandat d'Infopêche ou encore l'ouverture d'une transition opérationnelle de 2 ans dirigée par la Côte d'Ivoire, ont été faites au terme des échanges. Des mesures qui devraient permettre à cette instance de sortir de sa léthargie et de mieux profiter de l'évolution positive de l'environnement politique et le dynamisme de la pêche et de l'aquaculture. Le commerce intrarégional des produits de la pêche représente 24% des volumes de denrées stratégiques échangés. Leur valeur a récemment été estimée à plus de 10 000 milliards de francs CFA par an. Bientôt, la réalisation de diverses infrastructures au profit des populations des régions et districts de Côte d'Ivoire. Plus de 500 millions de francs CFA investis dans ces projets à impact rapide. À Yamoussoukro, dans la région centre du pays, par exemple, 9 projets sont en cours. Les explications de Léon Brou de RTI Bouaké. Voici le foyer des jeunes de Morofé, commune de Yamoussoukro, un centre culturel sorti de ses décombres grâce au projet à impact rapide des régions et districts. Cette réhabilitation à l'initiative du district autonome de Yamoussoukro pour participer à la reconstruction sociale, économique et culturelle après les récents événements malheureux liés à l'élection présidentielle dans cette localité. Ce foyer de jeunes va nous permettre d'organiser la jeunesse, faire des expositions. Nous allons prendre soin de ce joyau afin que le président de la République ait aussi la vision pour d'autres villages et quartiers pour que cette cohésion continue. Cette remise de foyer, occasion d'un don d'équipement par les membres du gouvernement, cadre de la capitale politique, puis cap sur l'ex-marché Mofete. Ce site rasé dans le cadre de la réhabilitation de la voirie urbaine de Yamoussoukro en pleine mutation. Au final, un complexe sportif de 4 aires de jeu avec latrine. L'infrastructure déjà réalisée à 70% sera livrée courant mars 2021 et servira à renforcer le vivre ensemble. Le tissu social a été vraiment mis à rude épreuve lors des derniers événements électoraux que nous avons connus. Il s'agit donc de recoudre ce tissu social-là. Il s'agit de rapprocher les différents corps sociaux à travers des activités dans lesquelles ils se sentent impliqués et concernés. Et quoi de mieux que le sport pour rapprocher les jeunes. Donc nous avons volontairement choisi de le mettre à la jonction de Djoulabougou et des quartiers d'Ibaoulé.
L'école et les activités génératrices de revenus, aussi au centre du projet à impact rapide, en témoignent les logements de maîtres de Ngatakro et les marchés modernes aux fruits et légumes de Morofé et Logbakro, de quoi favoriser l'autonomisation de la femme. Quand ça marche, c'est 200 000. Et que ça ne marche pas, c'est 100 000. Quand il pleut, on est obligé de courir pour aller Sianga. On a eu bon appartement aujourd'hui, puis on a déménagé pour aller là-bas. On est heureux pour ça. Logement de maître, foyer des jeunes, marché moderne aux fruits et légumes, centre de santé, bref, 9 réalisations du district autonome de Yamoussoukro, financées par la présidence de la République dans le cadre du projet à impact rapide des régions et districts, doté d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA. 40 machines à coudre remises hier au secrétariat d'État chargé de l'autonomisation de la femme. C'est un don des acteurs de la mode réunis au sein de l'association Fashion Week africaine. Ce matériel sera redistribué aux différents instituts de formation et d'éducation féminine, les IFEF. Walter Amadou. Le cabinet du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes abrite cette remise de machines à coudre. Un don de l'association Fashion Week africaine. Selon Isabelle Hanot, à la tête de la délégation donatrice, ce geste vise à contribuer à l'autonomisation des filles sorties des instituts de formation et d'éducation féminine IFEF. On voudrait que les femmes se prennent en charge, qu'elles puissent prendre soin d'elles, qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. Et pour ça, il faut qu'elles travaillent. Et toutes ces femmes-là qui ont appris le métier et qui malheureusement, parce qu'elles n'ont pas de moyens, n'ont pas de machines pour pouvoir exercer, c'est une occasion pour nous de les aider. Ce matériel est bienvenu pour les jeunes filles. Je pense qu'elles seront tellement contentes parce que dans les IFEF, c'est une machine pour tout le monde. Et là, chacune aura sa machine sur laquelle elle pourra exercer. Recevant ce don de 40 machines à coudre, Miss Belmonde Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, apprécie à sa juste valeur l'action qualifiée de solidarité. Vous avoir ce matin, c'est un point positif parce que nos jeunes filles sorties des IFEF comprendront qu'on ne vient pas à la couture parce qu'on a tout perdu. On ne vient pas à la couture parce qu'on n'a pas réussi dans la vie. On ne vient pas à la couture parce qu'on ne sait pas où on va. On vient à la couture parce que c'est une passion. Lorsque le styliste a conscience du potentiel qu'il a en lui, il vit pleinement son art. Ces machines seront distribuées de façon équitable dans 4 localités, à savoir Agboville, Bassam, Daloa et Guiglo. Pour les représentants des structures bénéficiaires, ce don vient à point nommé. Nous voyons nos sœurs, nos petites sœurs souffrir pour se prendre en charge. Avoir 10 machines comme ça ce matin pour leur offrir, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une grande joie. Dans son plan d'action, le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes inscrit en bonne place la valorisation de la couture comme métier et canal d'insertion des jeunes filles. Rappelons qu'il nous faut toujours respecter les gestes barrières pour freiner le coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. Le coronavirus malheureusement toujours présent en Côte d'Ivoire. 95 nouveaux cas ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 31 235 cas confirmés de coronavirus, 29 446 personnes guéries, 175 décès et 1614 cas actifs. Toujours en Côte d'Ivoire, des mesures prises pour prévenir et combattre le virus Ebola. Le pays partage en effet sa frontière terrestre ouest avec la Guinée-Conakry, où 7 cas confirmés de Ebola, dont 3 mortels, ont été enregistrés récemment dans la région sud-est. Écoutons les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire, le docteur Eugène Akaawele. Déclaration du gouvernement relativement au risque de propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la Guinée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14 février 2021 une épidémie de maladie à virus à Ebola à Gouéké, dans la préfecture de Nzérékoré.
localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'issue des premières investigations, 7 cas, dont 3 décès, ont été enregistrés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, face à la menace sanitaire pour notre pays, à cause du risque de propagation transfrontalière de l'épidémie de maladies à virus Ebola, voudrait rassurer la population qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voudrait aussi rappeler que le Conseil national de sécurité, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif actuel de lutte contre la COVID-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola, sous la coordination du comité technique de veille. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a arrêté les mesures suivantes. Premièrement, la réactivation du centre des opérations d'urgence en santé publique en mode lutte contre Ebola avec la désignation d'un gestionnaire d'incident. Deuxièmement, l'actualisation du plan national de préparation et de réponse à la maladie à virus Ebola avec la mise en fonction du centre de traitement Ebola de Mans. Troisièmement, la mise en mission des directions régionales de la santé, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guiglo, d'Odiéné, de San Pedro. Ceci pour renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola et également pour réactiver les comités de vigilance sanitaire des villages, des localités frontalières et également de renforcer la surveillance des fièvres hémorragiques dans les établissements sanitaires. Quatrièmement, maintenir et renforcer le contrôle sanitaire au point d'entrée, aéroports, ports, frontières terrestres. Cinquièmement, organiser l'information et la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola sous le leadership des préfets des régions, surtout ceux partageant une frontière avec la République de Guinée. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations au strict respect des mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou se frotter les mains avec une solution hydroalcoolique. Se désinfecter les sécrétions biologiques des malades avec l'eau de Javel. Se rendre immédiatement à l'hôpital en cas de fièvre, maux de tête, saignement pour bénéficier d'une prise en charge précoce. Limiter les mouvements transfrontaliers avec les zones affectées par la maladie à virus Ebola. Éviter les contacts directs avec les sécrétions biologiques des malades de la maladie à virus Ebola, comme les urines, les selles, le sang, le vomissement, les sueurs, etc. Éviter tout contact rapproché avec les personnes présentant les signes évocateurs de la maladie à virus Ebola, comme la fièvre, les maux de tête et les saignements. Éviter de se serrer les mains et de faire des accolades. Éviter de manipuler le corps pendant les rites funéraires. Le gouvernement rappelle que certaines mesures sont déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et en appelle donc au strict respect de toutes ces mesures si nous voulons être épargnés de la maladie à virus à Ebola. Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre ces deux pathologies, c'est-à-dire Ebola et COVID-19. Je vous remercie. Toujours au chapitre santé, la célébration hier de la journée internationale du cancer de l'enfant. Les cancers, on le sait, sont la deuxième cause de mortalité chez l'enfant. En Côte d'Ivoire a noté 900 nouveaux cas par an. Ces jeunes patients sont pour la plupart pris en charge au centre hospitalier universitaire de la commune de Trècheville. Patricia Etia. Comme chaque 15 février, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Plus de 800 nouveaux cas sont recensés chaque année en Côte d'Ivoire, un nombre en augmentation selon différentes associations. C'est la société civile qui parle aux populations dans une démarche individuelle. Prenez soin de votre santé. Voilà les comportements à avoir pour éviter le cancer. Voilà ce qu'il faut faire lorsque vous avez tel et tel signe.
il faut aller voir votre médecin, n'ayez pas peur. Et c'est la société civile qui pousse au dépistage précoce. Et c'est la société civile qui parle au gouvernement pour dire mettez en place une politique anti-cancer plus forte et plus déterminante. Madame Agba est maman de 4 enfants, dont un malade. Après une lutte contre le syndrome de Waardenburg, l'enfant a été touché par une leucémie à l'âge de 2 ans. Depuis le mois de septembre 2020, on a découvert que la petite a un cancer du sang. Donc on nous a dirigé à l'oncologie hôpital néo-enfant de Dengerville. Et ici, en tout cas avec les soins et les traitements, l'équipe est vraiment dynamique. Ils ont réussi à récupérer mon enfant parce que grâce à eux, elle va bien. Ce qu'il y a à améliorer avant tout, c'est la recherche. Il y a quand même très peu de fonds qui sont débloqués pour la recherche sur les cancers pédiatriques. À ce jour, 2 enfants sur 3 sont diagnostiqués à des stades tardifs, ce qui entraîne une mortalité élevée, avoisinant 40%. Le challenge, c'est de réduire le taux de diagnostic tardif afin d'améliorer la suivi des cancers de nos enfants. Les cancers chez l'enfant restent encore aujourd'hui souvent synonymes d'isolement et de rupture du lien social et scolaire. Il est nécessaire d'exiger la mise en œuvre de solutions concrètes pour aider les enfants et leurs familles avant, pendant et après la maladie. Autre actualité, la fête des amoureux célébrée le 14 février dernier. Pour la Saint-Valentin, les couples ont échangé des mots doux et autres présents comme preuve d'amour. Direction Méagui, dans la région sud-ouest du pays, pour revivre ces instants d'amour. Didier Nguessan. Dame Koulibaly tient un commerce d'emballage de cadeaux ici à Méadji, dans le département de Soubré, au sud-ouest. Elle est beaucoup sollicitée ce 14 février, jour de célébration de l'amour. Je viens faire emballage. On vend aussi des cadeaux, aussi, des tableaux, et des fleurs. Bon, en tout cas, depuis hier, là, on gagne un peu. La nuit tombée, maquis et restaurants grouillent de monde et les tenanciers s'attellent à satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, c'est un jour de Saint-Valentin. Voilà, ici, c'est pour égayer la population de Méadji. On va faire nos possibles pour pouvoir accueillir un peu nos clients, pour les mettre un peu dans la tendance. On a mis déjà les premiers cadeaux pour que chaque Valentin soit quelque part heureux. Cupidon, le dieu de l'amour, est à Méadji et sa flèche a fait des victimes. Uniformes, câlins et petites attentions, les amoureux sont pleins d'imagination pour vivre la Saint-Valentin. Au platine, le disjockey est aux commandes avec une sélection musicale à propos. Et le cadeau que j'ai prévu pour lui, c'est une surprise. Ça se trouve à la maison. Il est très important de sortir avec sa compagne. Voilà, parce que c'est une seule fois dans l'année et c'est pour montrer à la femme qu'elle est précieuse pour toi et que tu l'aimes beaucoup. Après la consommation, on digère sur la piste de danse. L'amour se décline aussi entre amis ou frères pour ceux qui ne sont pas engagés dans une relation amoureuse. Je suis avec mes camarades, je suis venue m'amuser avec eux. Donc, je souhaite une bonne fête à tous les amoureux. Les disciples de Cupidon, quant à eux, pourront prolonger la soirée et compter fleurettes loin de notre caméra. Parlons encore d'amour avec la présentation du nouvel ouvrage de l'écrivain ivoirien Louisiano Ndou. C'était le 11 février dernier dans la commune d'Adjamé. Cette œuvre relate l'histoire d'un homme et d'une femme en couple qui succombent aux tentations extra-conjugales. Les détails, Franck Quadio. Qu'est-ce qui ne va pas? Rouge, comme la passion dévorante. Justement, nous sommes dans la semaine de l'amour. Et la nouvelle collection du Fratmat Édition s'inscrit dans la dynamique Passion dévorante, un texte à l'eau de rose et à la sauce africaine. Cette collection, c'est une collection qui célèbre l'amour. L'amour, je dirais avec glamour, mais c'est une collection qui dépeint des réalités de la vie de couple ou de la vie sentimentale. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup de passion,
Il y a parfois des moments difficiles. Nous voulons montrer comment les Africains savent aimer avec leurs coutumes, en intégrant leurs valeurs, comment on respecte sa belle-mère quand on veut réussir sa vie sentimentale. L'amour sous toutes les formes et toutes les couleurs. Ce ne sera pas un roman comme les autres, où tout est rose, où tout est beau, mais là, nous serons confrontés à des problèmes et comment régler ces problèmes. Le quotidien célèbre aussi les femmes de l'entreprise. Du croustillant, entre mensonges et vengeance, l'auteur est un habitué de l'exercice. Ce qu'on appelle un écrivain sentimental, un auteur sentimental, parce que généralement la thématique de mes livres tourne autour des relations hommes-femmes, l'amour, le couple. C'est ma manière à moi d'apporter ma pierre à l'édification du couple. De quoi susciter l'intérêt de bien d'amoureuses de lecture. Oui, je suis une amoureuse. Ça parle de passion, de l'amour. Louisiano Ndou, informaticien, est déjà auteur d'une dizaine de romans, tous axés sur la thématique de l'amour. Des nouvelles sportives à présent, des clubs mécontents de la décision prise par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. En effet, le comité annonce la reprise du championnat national. Ce sera le 19 mars prochain. Les explications de Patrick Dadier et Moyabi Diabaté du service sport. Suite à la décision du comité de normalisation de l'ouverture de la saison de football dans notre pays, le WAC et Issa-Ouazi, relégués en Ligue 2, selon les points obtenus après 20 journées sur 26, émettent des réserves. Du comité exécutif a consacré les premiers et les deuxièmes du championnat de la Ligue 1 et a décidé que ces clubs participent aux compétitions de la CAF. Il a aussi été décidé qu'il n'y a pas de descente dans toutes les ligues et divisions. Il est important d'indiquer que la décision susmentionnée du comité exécutif de la FIF a été approuvée par les membres actifs de la FIF lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 4 juillet 2020 à Yamoussoukro. Pour Issa-Ouazi, cette décision qui profite au club du haut tableau doit également profiter au club logé au bas du tableau. Issa-Ouazi considère qu'il serait injuste et inéquitable de faire deux poids, deux mesures. Notre interpellation, c'est vraiment de demander une doléance au comité de normalisation de vraiment se pencher sur la situation. Une reprise qui constitue un ouf de soulagement pour certains acteurs du football local semble être une pilule difficile à avaler pour d'autres clubs compte tenu du système de relégation et de montée. Des images à présent. Bientôt l'envoi de soldats tchadiens dans la zone des 3 frontières. En marge du sommet des 5 pays du Sahel avec la France, à N'Djamena, la capitale tchadienne, le président Idriss Déby Itno a en effet annoncé hier l'envoi de 1200 soldats tchadiens dans cette zone entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Objectif, lutter contre les combattants djihadistes. Enfin, la musique salsa en deuil. Le légendaire musicien Johnny Pacheco, considéré comme l'un des pères de ce rythme, est décédé hier à New York, aux États-Unis, à l'âge de 85 ans. Johnny Pacheco avait été hospitalisé pour une pneumonie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous.